Alors c'est parti pour le deuxième dossier qui est également un dossier très typique de ce qui peut tomber à l'ECN en matière de maladies infectieuses. C'est un problème de syndrome confusionnel fébrile au retour des tropiques. Donc quelque chose d'extrêmement tombable et que vous devez parfaitement maîtriser. Donc pour reprendre les grands éléments de ce dossier, une jeune femme, a priori pas d'antécédents particuliers, un séjour en Tanzanie, des céphalées fébriles, et puis un tableau assez confusionnel. Vous voyez que la patiente est obnubilée, bon, et puis une seule liquide pour vous induire en erreur. Donc un premier bilan biologique de débrouillage relativement inquiétant, jeune femme très anémique, thrombopénique, des anomalies du bilan hépatique, et puis une acidose métabolique assez franche. Alors, question numéro 1. Quelles sont vos hypothèses diagnostiques de manière hiérarchisée? Alors, c'est là où il faut savoir privilégier un certain nombre de pistes. D'abord, de principe, toute confusion, tout tableau neurologique fébrile, et au sens large, toute fièvre au retour d'une zone d'endémie, palustre, est un palud jusqu'à preuve du contraire. Donc ici, devant ce tableau neurologique fébrile au retour d'une zone d'endémie palustre, il faut évoquer en premier quelque chose que vous pourrez appeler accès pernicieux palustre, neuropalud, paludisme grave, mais il faut que le correcteur puisse lire paludisme et qu'il ait la perception que vous ayez compris que ce n'était pas une crise simple, mais un palud grave. Donc, arrivez à caser ces deux items. Ensuite, de principe, il est important d'évoquer des causes plus cosmopolites, et donc d'évoquer une méningite bactérienne ou une encéphalite virale, qu'elle soit cosmopolite ou spécifiquement liée au voyage. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis en numéro 2 la méningite bactérienne. En numéro 3, les encéphalites virales. Donc l'encéphalite herpétique, qui pour le coup est cosmopolite, vous savez bien. Une encéphalite liée à une arbovirose, dengue, chikungunya. Éventuellement une encéphalite japonaise ou d'une autre cause. Ensuite, même si l'encéphalite japonaise, en dehors de l'Asie du Sud-Est, n'est pas un diagnostic très classique. On peut également évoquer une rickettsiose, une borréliose. Il est important d'évoquer aussi une leptospirose devant un tableau confusionnel fébrile. Et puis toute septicémie sévère peut s'accompagner de troubles neurologiques, en particulier certaines comme la typhoïde, où il y a un tableau neurologique qui est au premier plan et que vous connaissez bien. Donc dans l'ordre, n'oubliez pas le neuropalud jusqu'à preuve du contraire, méningite bactérienne, encéphalite virale, que ce soit des virus cosmopolites comme l'herpès, des virus liés à un séjour exotique entre guillemets comme la dengue. Et n'oubliez pas que tout sepsis grave peut s'accompagner de troubles neurologiques. Pouvez-vous rappeler le tableau de la leptospirose? Ah, effectivement, la leptospirose, je vous l'ai mis, je ne l'ai pas beaucoup détaillé, j'aurais peut-être dû. C'est une maladie qu'il faut connaître pour vous, pour l'ECN, qui fait vraiment partie des arbres diagnostiques, des diagnostics différentiels. C'est quelque chose qui ne fera jamais l'objet d'un dossier en entier, mais tout à fait la question 5 ou 6 de votre dossier de maladie infectieuse. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir sur la leptospirose? Une bactérie spiralée, un réservoir très associé aux eaux chaudes, territoires humides et chauds, les eaux chaudes, les eaux douces, des eaux contaminées par des sécrétions liées à des rongeurs, à des rats. Donc une exposition liée à certaines activités comme le fait d'être égoutier, de travailler dans des rizicultures ou d'avoir marché pieds nus dans des rizières, d'avoir fait du rafting, en tout cas des contacts avec des eaux douces et pas trop froides. Il y a de la leptospirose partout, mais il y en a aussi en France. Il y en a dans les Ardennes, il y en a en Franche-Comté, il y en a en Aquitaine, enfin on en trouve tous les ans en France aussi. Donc un rafting avec des cascades dans le sud-ouest, il faut évoquer la leptospirose devant un tableau clinique qui est au début celui d'un tableau fébrile un peu grippal, et puis apparaissent un certain nombre de complications neurologiques, donc c'est pour ça qu'on l'évoque ici, hépatique avec un ictère à bilirubine conjuguée, hémorragique avec une thrombopénie, des hémorragies qui peuvent être cutanéo-muqueuses, viscérales, une atteinte rénale,
qui peut aussi être hémorragique. Et donc, c'est vraiment cette fièvre qu'on appelle ictéro-hémorragique, qui peut soit guérir rapidement et spontanément, soit s'aggraver avec un tableau de défaillance multiviscérale, avec la dysfonction de ces différents organes neurologiques, pulmonaires, avec des hémorragies intra-alvéolaires, rénales, hépatiques. Le diagnostic, il est porté sur des hémocultures. La PCR, c'est essentiellement le CNR qui la réalise, la sérologie également. Le traitement, c'est essentiellement le traitement de soutien des différentes dysfonctions de l'organe. On considère que le traitement antibiotique, c'est la phase toute initiale. On se pose s'il a une efficacité. D'ailleurs, les gens guérissent spontanément pour des formes modérées. Et dans ces cas-là, il n'y a aucune place pour un traitement antibiotique. Celui dont on parle, c'est de la pénicilline G, tout simplement. Voilà, c'est l'essentiel de ce que vous devez savoir sur la leptospirose. Et donc, il ne fera jamais l'objet d'un dossier en entier, mais qui pourrait très bien être un spot dans une question typique. Tiens, il y a une dégradation sur le mode ictérique. Tiens, il y a une dégradation de la fonction rénale. La créate passe de 30 à 300 devant cette femme neurologique et, disons, confuse et fébrile. À quoi vous pensez? Là, il faudra citer le mot leptospirose. C'est très dans l'esprit des infectiologues qui pondent les dossiers. Alors, on va reprendre le cours du corrigé, si vous le voulez bien. Je vous ai fait une remarque dans le corrigé, mais que vous connaissez bien, c'est le fait qu'il n'y a pas de fièvre jaune en Asie du Sud-Est. C'est donc, si vous aviez ce tableau neurologique fébrile ici en Tanzanie, vous pouvez évoquer la fièvre jaune dans les encéphalites virales. Si vous l'aviez en Asie du Sud-Est, surtout n'évoquez pas la fièvre jaune, ce serait une grosse erreur et un zéro. Question numéro 2. Quel diagnostic suspectez-vous en priorité? Quels examens complémentaires demandez-vous? Alors finalement, devant l'ensemble du tableau, un tableau neurologique fébrile, un retour de Tanzanie et l'absence de chimioprophylaxie, il est écrit dans le dossier, peut-être de manière un peu perverse, qu'il n'y ait pas de prise médicamenteuse et aucune prise médicamenteuse depuis un mois. C'était une manière de vous dire que cette patiente n'avait pris aucune chimioprophylaxie. Et on doit évoquer en tout premier un neuropaludisme égale paludisme grave égale accès pernicieux palustre. Donc, votre stratégie diagnostique à partir de là, c'est d'une part le frottis sanguin et aux gouttes épaisses. Si vous oubliez ça, vous avez certainement 0 à toute la question. C'est le 0. Des hémocultures, c'est certainement aussi un 0. La ponction lombaire. Et puis éventuellement, pour couvrir les grandes hypothèses d'un sepsis, un ECB. Pour aller plus loin sur cette ponction lombaire, vous demandez toujours la même chose, l'examen biochimique, l'examen bactériologique direct, et puis la mise en culture bactériologique du liquide céphalorachidien, puis l'examen anatomopathologique. Une question que vous posez souvent, c'est dans quel délai doit-on réaliser cette ponction lombaire? En réalité, c'est une urgence, il y a un tableau neurologique fébrile. Alors vous êtes intimement convaincu que c'est un palud, ça peut très bien être une méningite bactérienne, et il faut faire la ponction lombaire en extrême urgence. On vous reprochera toujours de ne pas la faire assez vite, on ne vous reprochera jamais de l'avoir fait très rapidement, parce que vous tuez le patient en retardant le traitement d'une méningite bactérienne. On va passer maintenant à la question numéro 3. Donc le biologiste vous appelle et il vous confirme votre diagnostic. Il y a bien un plasmodium sur le frottis sanguin. Alors là, il y a des précisions importantes à lui demander et je vous demande également quels sont les critères de gravité que vous connaissez pour cette pathologie. Donc les éléments importants à rechercher, c'est certainement d'une part l'espèce, puisque vous savez que seul Plasmodium falciparum est impliqué dans le neuropaludisme, et deuxièmement le pourcentage d'hématies parasitées, tout ça pour approcher la sévérité de l'infection. Alors généralement vous avez une question à ce moment-là qui est de dire oui mais puisqu'il y a un tableau neurologique confus, fébrile, eh bien forcément c'est du falciparum. Oui ou non, vous pouvez très bien avoir une autre espèce de Plasmodium et une confusion pour une autre cause. Donc pour bien faire le tour du problème, il est fondamental de savoir de quelle espèce de Plasmodium on parle. Et puis le pourcentage d'hématies parasitées, ça fait pas trop l'objet de débat d'habitude.
Donc le diagnostic retenu, neuropaludisme égale accès pernicieux palustre. Les critères de gravité, j'insiste, c'est totalement une question de cours. C'est parce que ces critères ont changé il y a un certain nombre d'années maintenant, c'était en 2007. Vous devez tous connaître ces nouveaux critères de 2007 de la conférence de consensus. Ils sont détaillés dans le corrigé et ils sont plus simples en plus que les critères de gravité de l'OMS. Donc c'est toute défaillance neurologique, quelle que soit son intensité, toute défaillance respiratoire, toute défaillance cardio-circulatoire, avec par exemple une tension artérielle systolique inférieure à 80 mm de mercure, au moins 2 convulsions en 24 heures, un tableau ictérique clinique, un tableau hémorragique, une hypoglycémie inférieure à 0,4 g par litre, une acidose métabolique telle que vous la voyez ici, une insuffisance rénale définie par des chiffres qui sont précisés dans le corrigé, l'hyperlactatémie quel qu'en soit le seuil, une parasitémie supérieure à 4% chez un sujet non humain, puis l'hémoglobinurie paroxystique. Donc ces critères sont absolument à connaître pour vous pour le CN. Vous pouvez très bien être interrogé sur quels sont les éléments dans ce dossier qui sont des critères de gravité objectifs. Donc vous devez connaître ces éléments par cœur. Quels sont les grands points de votre prise en charge thérapeutique maintenant ? Alors, comme toujours dans ces questions de maladies infectieuses, le cadre d'abord, et donc là il est impératif pour vous de dire que c'est une urgence thérapeutique, que du fait de signes de gravité, ici de troubles neurologiques, il faut que le patient soit pris en charge en réanimation. Ce que vous devez retenir pour le CN, mais surtout pour votre pratique médicale, c'est que n'importe quel signe neurologique impose une évaluation par un réanimateur. Si vous trouvez votre patient un tant soit peu ramolli, visqueux, un peu lent dans sa capacité d'idéation, ce n'est pas normal et ça doit être évalué par un réanimateur jusqu'à preuve du contraire. Donc, passé ce cadre, le traitement étiologique. Donc, c'est un traitement type alludéen. Et je vous ai mis les termes du PILI 2012 qui changent un petit peu par rapport aux données antérieures. En effet, c'est important de savoir que l'artésunate, qui est disponible en fait en ATU pour le moment, donc un dérivé d'artémisine qui se donne par voie intraveineuse, est une excellente option en première ligne pour le palu grave, qu'il a démontré un bénéfice limpide, une réduction de 30% de la mortalité par rapport à la quinine. En fait, c'est plus rapidement parasiticide que la quinine, et c'est comme ça qu'on explique le gain d'efficacité sur la mortalité. Et donc, il faut parler d'artésunate, même si c'est encore en ATU. Chaque mois qui passe le fait rentrer dans les mœurs, et dire que si l'artésunate n'est pas rapidement disponible, il faut garder l'option classique qui est celle de la quinine parentérale intraveineuse lente sur 4 heures dans du sérum glucosé isotonique. Je vous ai remis les posologies pour information et proposer un relais Péros quand le patient a normalisé ses troubles de conscience et n'a plus de nausées ni de vomissements. Donc bien retenir, la quinine qui était avant votre option unique va bientôt être remplacée par l'artésunate. Donc citez bien ces deux molécules, ça fera de votre corrigé quelque chose de pertinent médicalement et de tout à fait à jour. Mais citez les deux, ne citez pas que l'artésunate quand même parce qu'il n'est pas disponible partout. Il y a une perte de chance pour le patient si on attend 48 heures l'ATU. Il y a un volet de traitement symptomatique avec les antipyrétiques, paracétamol, c'est toujours pareil, 1 g x 3 par jour. Vous la prescrivez en maladie infectieuse si la température est supérieure à 39 ou s'il y a des mauvaises tolérances de cette fièvre. Réhydratation, correction des troubles hydroélectrolytiques et des troubles de la glycémie. Surveillance. Ici, elle est très importante parce que votre patient va mal et que la surveillance clinique est fondamentale pour savoir si votre patient est toujours du ressort d'une réa, de la salle. Et en tout cas, si votre patient était en salle pour des troubles neurologiques qui ne seraient pas ceux-là, mais qui seraient bien plus légers, ces items doivent être évalués de manière presque horaire pour savoir où vous gardez votre patient. Donc la conscience. La température, pouls tension, la duresse et la glycémie capillaire quand vous prescrivez de la quinine, puisque vous connaissez le risque d'hypoglycémie. Paraclinique, la numération, contrôler le chiffre d'hémoglobine et la réascension des plaquettes. Le ionogramme sanguin urée-créatinine, il y avait une dysfonction rénale, des anomalies du ionogramme qu'il faut surveiller et corriger. La quininémie, qu'il faut mesurer dans ce contexte d'insuffisance rénale. C'est là que vous aurez les signes de surdosage. Et puis un frottis sanguin que vous faites à J3, J7 et que vous répéterez à J28.
bien sûr également sous quinine et sous artésunate, l'électrocardiogramme. Quelle est l'indication de l'artésunate et quel est son intérêt par rapport au quinine? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. L'artésunate, c'est vraiment une molécule qui est en train de prendre la place de la quinine. Elle a démontré une efficacité supérieure et une réduction beaucoup plus rapide de la charge parasitaire que la quinine. Ça effondre immédiatement la charge parasitaire, beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus rapidement ce qu'ils anticident. Et c'est probablement par ce biais-là que ça diminue beaucoup plus la mortalité. Réduction de 30% de la mortalité dans les formes graves de paludisme de l'adulte et de l'enfant sous artésunate. C'est vraiment, dans 5 ans, ça sera l'unique option. En attendant, comme ça se donne en ATU, dites bien que c'est la meilleure option pour le palud grave, mais que si ça n'est pas possible rapidement, il ne faut pas ne pas traiter votre patient, gardez la kiné. Mais entendez bien cette évolution majeure dans le domaine des maladies infectieuses dont le pili commence à se faire le reflet. On va passer à la question suivante si vous voulez bien. Donc une question sur les effets indésirables principaux du traitement que vous allez employer. Et là, pardonnez-moi, il faut que je vous fasse une précision importante. Je parle ici des effets secondaires du traitement par quinine et pas du traitement par artésunate. Ça serait un petit peu loin du champ ce que vous devez retenir pour le CN. Donc le principal groupe d'effets secondaires à connaître, c'est le chinchonisme. C'est l'ensemble des effets secondaires liés à l'imprégnation en quinine, qu'elle soit donnée par voie orale ou intraveineuse. Donc ça associe des tableaux de nausées, de vertiges, d'acouphènes, parfois d'hyperacousie, des troubles visuels, des troubles sensoriels un peu complexes, qu'on voit dès que les gens sont imprégnés de quinine, mais de plus en plus quand on s'approche de concentration excessive et donc de surdosage. On a aussi le risque d'hypoglycémie, de convulsions et, vous le savez, de troubles de conduction cardiaque qui nécessitent une surveillance par un ECG. Et vous savez aussi que la quinine par voie intraveineuse, passée sur des veines périphériques, est très vénotoxique et qu'elle donne beaucoup de vénite. Il faut changer rapidement les perfusions et c'est une des raisons qui conduisent aussi à passer péros quand les troubles de conscience ont disparu et qu'il n'y a plus de troubles digestifs hauts. Et il y a une complication rare immunoallergique qui est la fièvre bilieuse hémoglobinurique qui ne fera pas pour vous l'objet d'un dossier en entier, mais si quelqu'un qui est exposé au long cours à la quinine et qui a également qui vit dans une zone d'endémie palustre, donc est exposé au couple quinine plasmodium de manière prolongée et développe une hypersensibilité, se met à pisser noir, puis c'est un diagnostic possible d'hémoglobinurie, de fièvre bilieuse hémoglobinurique, donc un accident immunologique grave à la quinine. Quel est le délai d'apparition du chinchonisme? Le chinchonisme, ça vient assez vite, ça peut venir dès les premières heures. Les gens vous décrivent des bourdonnements, au bout de 6-8 heures, ça peut commencer. D'accord, et est-ce aussi fréquent avec la quinine qu'avec l'artésunate? C'est vraiment un effet qui est lié à l'exposition à la quinine. Ça n'existe pas avec l'artésunate. L'artésunate a d'autres effets secondaires, en particulier une toxicité cardiaque qu'il faut surveiller. En fait, un peu de la même manière que vous surveillez avant la lofentrine. C'est le même genre de choses, on surveille le QT, mais il n'y a pas de chinchonisme sous artésunate. Et quel est le traitement du chinchonisme? Il n'y en a pas. On essaye de faire avec. On vérifie qu'il n'y ait pas de surdosage, et donc on fait un dosage de quinine. Et puis on fait des petits moyens symptomatiques. Vraiment, le point important, c'est de leur dire que ça va passer dès que ça va s'arrêter et puis de vérifier qu'il n'y ait pas de surdosage. On va passer à la question 6, si vous le voulez bien. Alors, 6 jours plus tard, l'état de la patiente s'est amélioré, une vigilance normale, toujours une fébricule, des selles liquides, maintenant glérosanglantes. Donc je vous rappelle que c'est des selles liquides dans un contexte subfébrile au retour de Tanzanie. Quels sont les germes potentiellement responsables? Donc, diarrhée glérosanglante, mécanisme entéro-invasif. Quelles sont les pistes? Salmonelle, Shigella, Yersinia, Campylobacter, Escherichia coli entéro-invasif, entéro-hémorragique. Mais n'oubliez pas les amibes, l'amibiase digestive, Clostridium difficile. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que normalement, dans une amibiase digestive, il n'y a pas de fièvre. C'est une cause de diarrhée glérosanglante sans fièvre par rapport aux autres. Et la sérologie amibiase est négative.
Clostridium difficile, il y a une exposition aux antibiotiques auparavant, le plus souvent. Question numéro 7. L'examen parasitologique des selles objective la présence d'Entamoeba histolytica histolytica. Quel est votre diagnostic? Quel est votre traitement? Donc, Entamoeba histolytica histolytica, signe l'amibiase digestive. Le fait qu'on dise histolytica, encore histolytica, signifie qu'on a vu les formes hématophages et donc confirme ce diagnostic d'amibiase digestive au retour d'une zone d'endémie. Surtout, vous avez bien noté encore une fois, il n'y a pas 40, il y a 37,8, donc il n'y a pas plus qu'une fébricule, et ça, dans un contexte de diarrhée sanglante, c'est assez évocateur d'une amibiase digestive. Quel est le traitement? Donc, dans ces diarrhées glérosanglantes, on les hospitalise souvent à la phase initiale. Avant d'avoir le diagnostic, et même après, jusqu'à ce qu'on les ait traités, il y a un isolement contact, un isolement septique contact pour toute diarrhée hospitalisée. Il y a un traitement spécifique qui est un amebicide diffusible, c'est du flagyl, métronidazole, 500 mg 3 fois par jour pendant environ une semaine. Associé à un amebicide de contact, c'est l'intétrix, mais vous devez citer le nom DCI qui est tibroquinol, tiliquinol. Je vous ai mis la posologie, c'est une dizaine de jours de traitement. Et puis il y a un volet symptomatique, ces gens ont la diarrhée, donc ils ont des douleurs abdominales souvent. Les douleurs abdominales répondent bien à un antispasmodique comme le Spasfon. La diarrhée, dans ce contexte bactérien ou parasitaire, est une contre-indication au ralentisseur de transit qui favorise la pullulation des germes, et l'indication, un traitement antisécrétoire, qui est le racécadotril, le Turfan, une gélule x 3 par jour. Notez-le bien parce que c'est un petit peu moins détaillé dans le corrigé écrit. Question 8. 6 mois plus tard, elle doit retourner en Guyane pour des raisons professionnelles. Et là, c'est une question classique et assez agréable en réalité, du conseil aux voyageurs pour quelqu'un qui va partir en zone tropicale. Donc, si on part du présupposé de la question antérieure qui était que cette patiente n'a pas d'antécédent particulier, vous devez uniquement vérifier qu'elle n'ait pas de nouvelles contre-indications à un séjour en zone tropicale, en particulier une grossesse évolutive qui est une contre-indication au séjour dans les zones 3 de chimio-résistance. Après, vous devez toujours évaluer le voyage et les conditions d'accès aux soins. En pratique, où partons, quand partons, pour faire quoi, à quelle saison. Donc finalement, il y a des conseils, il y a des vaccins et il y a une chimioprophylaxie antipalustre. Les conseils. Prévention de l'exposition aux piqûres de moustiques. Donc, port du moustiquaire pour dormir, les manches longues, les jambes longues, les chaussettes, pas de peau nue, en particulier le soir si on parle de prophylaxie antipalustre et de prophylaxie contre l'anophèle. Des répulsifs cutanés qu'il faut répéter notamment après chaque bain de mer ou de rivière. Des insecticides diffusibles. Des insecticides sur la moustiquaire. Ensuite, la prévention des maladies à transmission orofécale. Là, des règles très simples. Vous ne pouvez pas oublier de mettre le lavage des mains, c'est indispensable. Les maladies à transmission orofécale, c'est une main sale qui attrape un fruit ou un légume sale et qui le met dans une bouche. Donc, si vous oubliez de dire lavage des mains, vous avez 0 à la question. C'est vraiment l'item fondamental. Donc, les gens doivent se laver les mains, leur apprendre le lavage des mains avec les solutions hydroalcooliques, se souvenir que ça ne marche que si les mains sont préalablement propres, si elles sont souillées déjà et pleines de terre, ça ne marchera pas. Donc, lavage des mains. Ensuite, les fruits, les légumes doivent être pelés par vous-même ou cuits. La viande, les crustacés, les fruits de mer doivent être absolument cuits. Et donc, il y a une formule qui résume ça, qui est peel it, pelez-le, cook it, cuisez-le, or forget it, ou ne le mangez pas, oubliez-le. Bon. Ensuite, la prévention des maladies à transmission transcutanée est également très importante. Pas de bain en eau douce. Les gens ne doivent pas se baigner dans des eaux douces et stagnantes. Il y a des cascades en pays d'Ogon où des charters entiers de touristes ont tous attrapé la bilharziose parce qu'ils se sont tous baignés dans ces cascades infestées de parasites. Donc il n'y a pas de bain en eau douce stagnante. Il n'y a pas de marche pieds nus sur le stable, en guilule, en chylostome, larbiche. On ne compte pas le nombre de maladies qui se transmettent comme ça. Qui marchent en tongs jusqu'au niveau de la mer et retirent les tongs juste en rentrant dans l'eau. Et c'est de bon usage aussi de parler aussi des préventions des MST.
l'usage du préservatif, de prévention des effets du soleil, des excès d'alcool. Bon, vous devez rapidement rappeler ces choses-là. Ça, c'est le temps des conseils. Le deuxième temps, c'est le temps des vaccinations. Alors, il y a des vaccinations qui sont systématiques. Si les gens vont rester longtemps en zone d'endémie, vous n'oubliez pas de parler du BCG. Vous n'oubliez pas de rappeler que le sujet doit être à jour vis-à-vis de diphtérie, tétanos, polio, et que c'est peut-être l'occasion de faire le rappel du jeune adulte vis-à-vis de la coqueluche. Donc le DTP du corrigé peut devenir un DTP-C, coqueluche, un Ripevax en pratique. Le rappel du jeune adulte. Il y a des vaccinations obligatoires de manière légale. C'est la vaccination contre la fièvre jaune, anti-amaril, tous les 10 ans pour des séjours qui se situeraient en Afrique ou en Amérique latine, Amérique du Sud. Enfin, il y a des vaccinations recommandées qui sont en particulier l'hépatite A et la typhoïde. Hépatite A, tous ces jours en zone d'endémie pour ce virus extrêmement transmissible. Pour le tuer, il faut 5 minutes dans l'eau bouillante à gros bouillon. Donc vous voyez comme ce virus est transmissible et donc il faut avoir la vaccination hépatite A extrêmement facile. Typhoïde, c'est une vaccination tous les 3 ans. Qui protège contre Salmonella typhi, mais pas contre les paratyphies. Hépatite A, une injection, un rappel à 6 mois, 1 an, puis une immunité à vie. Ensuite, la prophylaxie antipalustre. Donc elle s'applique, elle est indispensable pour les séjours supérieurs à 7 jours, sinon elle est optionnelle. Enfin, tout ce qu'on évite, c'est de traiter un palud sur place, mais néanmoins, on ne protège pas du palud. Donc ici, on a une patiente qui va séjourner en Guyane, donc une zone 3 de chimio-résistance. Quelle proposition? Soit mefloquine Lariam, un comprimé par semaine, à débuter avant le départ pour vérifier la tolérance neurologique, à poursuivre 3 semaines après le retour. Soit doxycycline, on appelle ça doxypalu, 100 mg par jour, à débuter la veille du départ, à poursuivre 4 semaines après le retour, et donc évidemment un comprimé par jour sur place. La troisième option, c'est Atovacone proguanil, qui est la malarone, qui commence la veille du départ, un comprimé par jour sur place, à poursuivre 8 jours après le retour. Vous devez apprendre l'une de ces 3 options et vous y tenir. L'avantage de la doxycycline, son faible coût. L'inconvénient de la doxycycline, sa photosensibilisation.